On en vient à ces images qui nous ramènent un peu plus d'une décennie en arrière, cette avancée spectaculaire des djihadistes en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme confirme aujourd'hui que les djihadistes et les factions rebelles alliées ont bien pris la majeure partie de la ville d'Alep, qui contrôlerait même désormais l'aéroport de la deuxième ville de Syrie. Elle avait été reprise en 2016 aux troupes djihadistes par les troupes syriennes et leurs alliés russes. Pour parler de ces événements, nous sommes rejoints par un invité exceptionnel, un homme qui a combattu ces groupes djihadistes sur le terrain au Levant dans des opérations antiterroristes à haut risque. Commandant Nicolas S., bonjour. Bonjour. On ne peut pas donner votre nom de famille pour des raisons de sécurité, mais on peut dire que vous êtes surnommé Stan par les hommes que vous commandez sur le terrain, les hommes du CPA 10. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le commando parachutiste de l'air. C'est une unité d'élite des forces spéciales. Vous publiez aujourd'hui vos mémoires, il faut bien les appeler comme ça, même si vous êtes jeune, les guerriers du 10. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, c'est un coup de théâtre pour nous, observateurs de l'extérieur, pour vous, acteurs de l'intérieur. On va voir dans un instant si c'est surprenant ou pas, vous allez nous le dire, mais tout d'abord, on va faire un point avec vous, Amal Laoui, sur ce qu'on sait à cette heure de ces événements en Syrie. Les rebelles alliés aux djihadistes ont donc pris possession de la ville d'Alep. Que sait-on précisément, Amal, de cette offensive? Oui, regardez ces images des rebelles qui célèbrent la victoire. Des Syriens également favorables à ces rebelles ont aussi célébré leurs avancées. Une statue équestre de Bachar el-Assad, fils de l'ex-président syrien Hafez el-Assad, a même été déboulonnée. Alors Alep, deuxième ville du pays située dans le nord, ancien poumon économique de la Syrie, est désormais largement contrôlée par des djihadistes et leurs alliés. Tout a été très vite. Mercredi, les djihadistes de Hayat Tahrir al-Shams, une alliance dominée par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda et des rebelles soutenus par la Turquie, ont attaqué des territoires du régime dans la province d'Alep et dans la région voisine d'Idlib, dans le nord-ouest. 3 jours seulement ont suffi pour conquérir donc des dizaines de villages et surtout la majeure partie des quartiers d'Alep. Dans l'après-midi, la Russie a lancé des frappes aériennes sur Idlib. Il y a aussi eu des raids aériens nocturnes sur Alep. Ce sont les premiers depuis 2016. Mais l'armée syrienne, qui a été prise par surprise, n'a pas pu s'opposer à l'attaque. Les milices anti-Assad se sont d'abord emparées de bases militaires, de l'autoroute qui relie Alep à Damas, de l'aéroport. Ils se sont aussi emparés de nombreux bâtiments gouvernementaux. La coalition insurgée a donc profité de l'affaiblissement du camp pro-iranien qui assurait le gros de la défense sur le sol. Pour rappel, ces rebelles avaient été chassés fin 2016 par les troupes gouvernementales aidées par la Russie et des milices pro-iraniennes, dont le Hezbollah libanais. Ces violents affrontements ont fait plus de 300 morts. Merci beaucoup, Amal. Commandant Nicolas S., vous avez combattu les forces djihadistes, on ne peut pas dire où précisément, pour des questions de sécurité, mais vous connaissez bien ces groupes et leur mode d'action. Cette attaque semble prendre un peu le monde par surprise. Est-ce que vous êtes étonné? Alors, oui et non, dans le sens où nous on a bien conscience que même si le califat territorial de Daesh a été réduit en 2019, il est toujours actif dans la zone, que ce soit en Syrie ou en Irak. Et surtout, il y a d'autres mouvements djihadistes. La Syrie, c'est un peu 50 nuances de djihadisme, avec des héritiers d'Al-Qaïda, de Daesh, l'armée, les forces syriennes libres qui ont été noyautées par les djihadistes assez rapidement. Et donc, on sait qu'à tout moment, ça peut se réveiller. Ils sont toujours actifs donc, en Irak également. D'ailleurs, l'armée française appuie les forces irakiennes pour tenter de réduire les cellules qui restent. Et puis donc là, il a suffi d'une occasion, certainement, peut-être avec l'affaiblissement du Hezbollah, qui est un soutien de l'armée syrienne, pour permettre une percée sur cette zone qui a toujours été fragile du fait de cette poche d'Idlib, qui est un peu en partie, selon les mouvements, soutenus par la Turquie. On va y revenir, cette possible intervention en sous-main de la Turquie. Mais si vous le voulez bien, on va se tourner vers Myriam Benrad. Bonjour à vous, vous êtes politologue, merci d'être en direct sur LCI, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez écrit La mécanique des conflits, cycle de violence et résolution. Merci d'être en direct sur LCI. Qui sont ces groupes, justement, ces 50 nuances de djihadisme qu'évoquait le commandant Nicolas à l'instant? Qu'est-ce qu'on en sait précisément sur la présence aussi de forces rebelles syriennes à leur côté?
Oui, alors ce qu'on appelle les forces rebelles syriennes, ce sont d'anciens combattants qui, pour certains, ont été cooptés, mis sous la tutelle de la Turquie notamment, qui ne voyaient aucun intérêt, y compris dans le cadre des accords d'Astana, parce que je rappelle quand même qu'il y a les accords d'Astana signés en 2017 entre l'Iran, la Turquie et la Russie pour démilitariser justement ces zones du nord-est qui restent aux mains d'un certain nombre de forces islamistes, mais il est vrai plutôt djihadistes. Et vous l'avez montré, j'attire l'attention quand même du public sur une image, le drapeau syrien a été brûlé. Donc ça pose en effet la question des allégeances idéologiques. En l'occurrence, HTS, qui est une émanation à l'origine du front Al-Nusra, qui était lui-même lié à Al-Qaïda, qui s'en défend aujourd'hui, qui s'ancre, selon ses dires, dans une perspective syrienne, est à la manœuvre. Mais là, ce drapeau brûlé, ce drapeau de la Syrie, ce drapeau national, montre qu'on est quand même encore dans une logique djihadiste transnationale, comme ça a été très bien dit. Et puis par ailleurs, on l'a vu tout au long de la guerre civile syrienne, il y a une porosité très importante entre les différentes factions de cette nébuleuse djihadiste. C'est une question de ressources, d'accès aux armes, et puis il y a tout de même un cœur idéologique qui reste commun à ces mouvements et qui consiste à faire obstacle à une stabilisation et à une reconstruction nationale de la Syrie. Donc le nord-est n'a jamais été stabilisé. Donc d'un côté, les rebelles accusent le régime syrien d'avoir continué de bombarder ces zones, d'avoir envoyé l'armée pour réprimer un certain nombre de groupes. Mais la Syrie n'a jamais signé les accords d'Astana. Dans le même temps, on voit que la Turquie tout de même est aussi à la manœuvre dans cette offensive, puisqu'elle aurait donné son feu vert, selon un certain nombre de sources. Donc on voit que cette poche, malheureusement, échappait en réalité à toute, d'une part, démilitarisation et toute stabilisation. Rapidement, Myriam Benrad, vous parlez de cette poche qui échappe aujourd'hui aux forces syriennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ces djihadistes marchent sur Damas. Jusqu'où iront-ils? Alors, il faut quand même prendre des précautions. On n'est pas du tout aujourd'hui au cœur de la guerre civile comme on l'a connue, où un certain nombre de ces groupes djihadistes contrôlaient des pans très importants du territoire, notamment évidemment les localités situées à la frontière avec l'Irak, qui sont essentiellement désertiques. Raqqa, qui avait été le sanctuaire de l'État islamique, Palmyre, aujourd'hui c'est simplement Alep, parce qu'Alep en fait est en bordure des territoires qui sont encore sous le contrôle de ces groupes. On peut tout de même aussi se poser la question, ça a été soulevé par un certain nombre d'experts, si la décision de lancer cette offensive n'est pas la résultante de l'affaiblissement des groupes qui ont combattu aux côtés du régime d'Assad, et je pense notamment au Hezbollah qui a été quand même largement décimé au Liban. Est-ce que les djihadistes ont fait le pari d'une offensive compte tenu de l'affaiblissement du Hezbollah, de son relatif retrait en tout cas de ces territoires, d'une armée syrienne qui est revenue à l'avant-plan, mais tout de même avec l'aide d'un certain nombre, encore une fois, de groupes paramilitaires plus ou moins liés à l'Iran et de la Russie. On aurait d'ailleurs donné l'ordre quand même, parce qu'on parle du retrait de l'armée syrienne, l'armée syrienne, pour limiter les pertes, aurait reçu l'ordre de se retirer. Oui. On n'est pas sur une déroute, c'est ce que vous nous dites, Myriam. Restez avec nous si vous le voulez bien. Alors, des réactions. Bélir et puis Général Chouancy. Oui, juste pour dire que c'est un événement marquant, effectivement, mais qui souligne d'abord et avant tout le fait qu'on n'entende plus parler de cette guerre civile en Syrie ne signifie pas que la guerre soit terminée ou que, à contrario, le régime de Bachar el-Assad ait gagné véritablement cette guerre. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que cette séquence est liée à une réalité structurelle. C'est la dépendance du régime vis-à-vis d'alliés extérieurs, d'alliés étrangers. La Russie et le Hezbollah. Le fait que le Hezbollah soit affaibli au terme du conflit qu'il a opposé à Israël et le fait que les Russes soient concentrés malgré tout sur la guerre en Ukraine fait que
aujourd'hui, le régime de Bachar el-Assad, dès lors qu'il se retrouve relativement isolé, a du mal à faire face et à assurer la souveraineté syrienne sur le territoire syrien. D'autant que les Russes ont du mal aussi aujourd'hui. Ils font face, ils ont leurs propres difficultés malgré tout, leurs propres fronts en Ukraine. On assiste aussi aux difficultés de ce front entre Bachar el-Assad et la Russie de Vladimir Poutine, général. Non, enfin, je pense surtout, moi je suis très surpris par la brutalité de cette attaque qui manifestement n'a pas été décelée. J'ai du mal à comprendre qu'en quelques jours, on arrive à prendre une ville qui est la deuxième ville de Syrie. Ouais. N'oublions pas qu'à Mossoul, en 2014, c'est un petit peu ce qui s'était passé. L'armée irakienne s'était évaporée, permettant à Daesh de rentrer sans combat dans une ville. Et puis, n'oublions pas quand même que Assad et son armée, c'est une armée alawite, donc minorité chiite, donc 10 à 15% de la population. C'est-à-dire qu'il y a une porosité aussi de la population sunnite dans la région d'Alep qui a peut-être permis cette avancée. Et puis, dernier point, moi, alors, c'est une interrogation, quel est l'intérêt de la Turquie ? C'est là que j'ai du mal à comprendre pourquoi la Turquie aurait laissé finalement ces djihadistes et ces différents groupes reprendre la guerre, en fait, reprendre le flambeau. Ouais. Alors, il y a des réponses à cela. Pascal Boniface disait que la Turquie voulait mettre la pression sur la Syrie pour obtenir une certaine liberté d'action, notamment vis-à-vis des Kurdes. Bon, c'est une mosaïque qui est complexe que cette région que vous connaissez bien. Quand vous voyez ces images, vous vous dites tout ça pour ça, commandant Nicolas ? Alors non, parce que la mission qui était la nôtre de réduire le califat et de le rendre inoffensif pour nous, puisqu'il faut se rappeler qu'il y avait, en ce qui concerne la France, le contexte des attentats de Paris qui avaient été commandités sur place, et il y avait une volonté de réduire cette menace nous concernant. Ça a été fait. Il y a encore un travail de stabilisation qui est en cours sur la région, et donc, comme je disais, qui s'étale de la Syrie, mais aussi sur l'Irak où on est présent. Alors, stabilisation, c'est un bel euphémisme. Sur le terrain, ça veut dire que vous y allez, vous, les hommes du CPA 10, vous allez au contact des djihadistes sur le terrain, encore aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe ? Alors, on est en appui des forces irakiennes pour effectivement réduire, détruire les réseaux qui perdurent dans les zones un peu moins contrôlées par le gouvernement. Mais on travaille en partenariat avec les forces locales, avec les forces irakiennes, on les forme et on les accompagne. Oui, à propos de la Russie, parce que nous nous attendons pas, il y a longtemps, la participation de Wagner, mais je suppose que c'est Wagner qui était force principale de la Russie là-bas. Aujourd'hui, dans les médias russes, il y a une version que Bachar el-Assad s'est dirigé vers la Moscou en espérant recevoir l'aide, mais comment c'est possible dans ces circonstances ? Dirigé physiquement ? Physiquement, parce que c'était comme l'avion, je ne sais pas, est-ce que c'est rumeur ou c'est la vérité, mais en tout cas... Il serait allé demander l'aide de Vladimir Poutine. Intérêt de Wagner, c'est plutôt l'Afrique où il se concentre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un côté, il y a l'utilité, voire la nécessité de telles missions assurées par ce type d'unité en soutien aux autorités nationales qui pâtissent en fait d'un déficit de souveraineté, c'est-à-dire d'autorité et de capacité à contrôler leur propre territoire. Et puis vous avez un autre enjeu qui est plus immatériel. Tant qu'il y aura ce projet politique qui est de nature idéologique, qui animera des acteurs, des responsables locaux, eh bien en fait la menace djihadiste ou le projet djihadiste restera prégnant. Et malheureusement, ce ne sont pas de simples missions de nature militaire qui pourront arriver à bout. Il y a des racines structurelles de nature plutôt sociale qui sont à l'origine de ce type de phénomène. Là, on voit la partie immergée du phénomène. Et c'est normal parce que c'est une partie violente, visible. Mais en réalité, les racines sont beaucoup plus profondes et on a du mal à s'en saisir. Dans cette partie du monde, au Sahel, où vous êtes intervenu également avec votre unité, où le djihadisme est plus fort que jamais, on peut le dire, à la faveur du retrait des troupes françaises aussi. Là aussi, vous avez combattu, vous avez payé le prix du sang, d'ailleurs, votre unité, puisque vous avez perdu un camarade sur le terrain. Quand on voit aujourd'hui cette résurgence du djihadisme mondial, puisque ce projet aussi existe toujours, comme le rappelle Bélir, ce projet politique, on se dit qu'effectivement l'action armée reste une façon de le résoudre petit bout par petit bout. Alors c'est un volet du combat. Comme le disait monsieur, il y a aussi un aspect politique. Il y a un travail aussi, je dirais, socio-économique, mais qui doit être l'œuvre des gouvernements locaux, de manière à offrir un avenir à leur population, puisque le djihadisme recrute énormément dans les populations les plus pauvres.
il est parfois plus simple, pour une certaine somme d'argent, de rejoindre un groupe armé plutôt que de se lancer dans l'économie locale. Oui, vous vous êtes retrouvé vous-même parachuté, c'est le cas de le dire littéralement, dans des situations de vie que nous ne voyions pas, nous, des nomades dans le désert, vous vous êtes retrouvé littéralement transposé dans ces univers-là à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Alors c'est un contraste qui est assez saisissant avec les sociétés que nous, on peut connaître, qui bénéficient d'un grand confort de vie. Mais quand sa vie se réduit à presque rien et qu'il y a une opportunité de servir une cause, de rejoindre un groupe ou simplement d'avoir davantage de ressources, c'est effectivement une solution de facilité. Et ce genre de mouvement s'appuie énormément là-dessus. Donc nous menons une action principalement sur les cadres, puisque ce sont ceux qui organisent et font l'agenda de ces mouvements. Vous avez arrêté d'ailleurs des chefs terroristes. Bien sûr. À plusieurs reprises. Bien sûr, nous les affrontons, nous les combattons, donc parfois nous les tuons, parfois nous les capturons. C'est la mission qui nous est confiée, et donc c'est effectivement un volet qui n'est pas suffisant, mais qui est nécessaire. Je pense que notre rôle, notamment face à Daesh, a été particulièrement décisif. Ouais. On s'éloigne un peu du sujet de la Syrie, mais c'est vrai que votre témoignage est si intéressant. On se pose une question, et le général se l'a posée aussi. C'est rare de voir quelqu'un des forces spéciales témoigner à visage découvert. C'est votre cas aujourd'hui. Vous publiez vos mémoires, mais vous présentez également dans les médias. Pourquoi ? Alors, c'est plus un témoignage que des mémoires. Oui. Je raconte mon unité. Donc, ma vie a été effectivement complètement liée à cette unité pendant les 20 dernières années. Donc, je suis sur le départ. Je quitte l'institution. C'est pour ça que je peux me permettre de montrer mon visage. Ma carrière opérationnelle est terminée. Et je vais bientôt quitter l'institution. Et c'est ce qui m'autorise à montrer mon visage. Oui, l'envie peut-être aussi de dire à des gens qui voudraient rejoindre les forces spéciales, le CPA-10, on a besoin d'hommes pour cette mission. Tout à fait. Un gros aspect de ma volonté de témoigner était au-delà du fait de contribuer au rayonnement de mon unité, était de faire connaître son action et pourquoi pas de susciter des vocations, puisque nous avons besoin en permanence de renouveler nos effectifs. Vous êtes combien dans cette unité ? Un peu moins de 300. Ouais, vous racontez d'ailleurs comment on y rentre. C'est pas de la tarte, on peut le dire. Si quelqu'un qui vous écoute est tenté, mais se dit pourquoi risquer ma vie ? Parce que c'est ce que vous faites en mission, vous risquez votre vie. Vous avez d'ailleurs perdu plusieurs hommes au cours des dernières années. Vous le répondez quoi ? Je pense que c'est un choix personnel. Il y a de multiples critères qui entrent en jeu dans l'engagement. C'est vraiment un parcours individuel. Donc il y a effectivement la volonté de servir la France, en tout cas de servir un intérêt supérieur. Il y a des valeurs, qui sont très personnelles, mais qui sont en général partagées parmi les commandos des forces spéciales. Et puis il y a une volonté de s'accomplir aussi, parce que, comme je disais, dans notre société aujourd'hui, on bénéficie d'un grand confort. Le fait d'aller chercher l'inconfort, d'aller se confronter à l'adversité, c'est un moyen aussi de se découvrir soi-même et quelque part de s'accomplir. Un moyen un peu extrême, mais on vous entend, effectivement. Merci beaucoup, commandant Nicolas, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir raconté un peu de notre expérience. Pour ceux qui sont intéressés par les histoires que vous racontez, c'est donc dans votre ouvrage que l'on va vous montrer à l'écran, Les guerriers du 10 du commando parachutiste de l'air. Merci beaucoup, merci à tous les trois également.